tous, dans ma review de WrestleMania 29, je vais commencer ce que je fais pas habituellement par parler des 3 main events, donc CM Punk, Taker, Brock Lesnar, Triple H et Rock Cena. D'abord simultanément, puis ensuite un par un. Je commence par eux, comme ça je vais pouvoir passer autant de temps que je voudrais sur ça, et puis c'est sûrement ce qui vous intéresse le plus. Et puis en fonction du temps que j'ai passé là-dessus, je passerai plus ou moins de temps sur les autres matchs de la carte. Je voulais parler des 3 d'abord en même temps, parce que je trouve qu'ils ont, tous ces 3 matchs-là, 2 défauts en commun. Alors le premier il est assez anecdotique, mais je vais en parler quand même. Enfin anecdotique, c'est quand même pour un WrestleMania un peu important. On a quand même 3 matchs qui se basent sur toute une histoire en fait. Il y a 2 rematchs de combats importants de l'année dernière et un combat qui compte pour la streak qui a commencé en 91 et tout ça, avec un lutteur important en face, etc. Et je trouve que les 3 matchs n'ont pas réussi à utiliser ce passif-là de façon forte dans leur match. Punk est allé dans ce match-là comme il serait allé dans un match contre n'importe qui. Il n'avait pas de stratégie de triche comme il l'avait eu contre Ryback avec l'arbitre spécial ou contre The Rock avec The Shield et la lumière qui s'éteint machin, ni de tactique spécifique, même en restant dans les règles, parce qu'en face il a l'Undertaker et que je veux dire, bon, tu rentres pas dans le match en croyant que tu vas le battre avec tes pieds et tes poings, alors que Triple H n'a pas réussi avec Sledgehammer et chaise, quoi. Et bon, il a été dans ce match-là un peu sans psychologie propre, et j'étais déçu à ce niveau-là, sachant qu'en face c'est la streak, c'est l'Undertaker, c'est un phénomène, et que bon, si tu veux le battre, a priori il faut quand même avoir une stratégie, sinon tu... Triple H, Brock Lesnar, on n'a pas vraiment ressenti, je trouve, la haine que Triple H a vouée à Brock Lesnar dans toutes ses promos. On avait l'impression qu'il allait être dans ce match comme une brute. Je l'ai trouvé assez timide, quoi, c'est assez bizarre. Il n'y a pas non plus trop le côté MMA de Brock Lesnar, ce qui avait pourtant permis à Brock de se distinguer et de peut-être aussi gagner ses matchs. Donc j'ai pas trop retrouvé finalement d'éléments de la rivalité ou du match précédent. Et puis bon, Rock Cena, le vrai problème au final, c'est que ce match-là est trop similaire au premier. On a le rematch d'un combat qui déjà beaucoup de gens se sont plaints qu'il aurait dû être once in a lifetime machin. Moi s'il avait été différent ça m'aurait pas gêné du tout, mais il est trop similaire, on n'a pas l'impression qu'on a joué sur le fait que Cena avait peut-être des doutes, ce qui avait été mis en avant je pense dans la rivalité, dans les promos à Raw. Et voilà, on a refait un match relativement simple. Moi je m'attendais à ce que Cena peut-être triche à un moment donné ou quoi, sans faire forcément un heel turn, mais voilà, soit un peu plus voilà, un peu plus twinner cette fois-ci que la première fois, sachant que la première fois il a pas réussi à le battre alors qu'il avait mis tout son cœur, tout ça. Là, on a refait un match un peu pareil, quoi. Voilà, on peut inverser les 2 matchs finalement, ça serait plus ou moins la même chose, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça c'est un défaut, comme je dis, c'est assez anecdotique, mais quand même sur un pay-per-view comme WrestleMania, avec toute la hype qu'il y a derrière et toute l'importance qu'on met sur les rivalités, c'est quand même un truc que je peux prendre en compte dans les défauts en ce qui me concerne. Mais plus gênant, c'est le deuxième défaut qui est en commun à ces 3 matchs-là, c'est le fait que ce sont 3 combats qui vont chercher à se rendre intéressants et à se rendre bons, par le biais de moments comme ça, de petits instants, de bump, de situations, d'expression du visage, de trucs, un peu décousus les uns des autres. C'est vraiment des combats qui se valent, enfin qui s'apprécient plus comme une suite de moves et de situations de qualité, parce que c'est quand même plutôt pas mal en général, mais sans vraiment avoir un début, un milieu, une fin, une espèce de progression. Alors on peut trouver plein de mots pour dire ça, progression, fil rouge, storytelling, direction. Voilà, il manque ce truc-là, espèce de tout qui fait quand même, qui rend déjà ces moments-là éparpillés beaucoup plus kiffants et surtout qui fait un peu plus, qui occupe un peu plus un match que d'avoir une suite de situations en ce qui me concerne, un peu à l'image de The Shield qui est un meilleur tout que les autres en face qui sont des individualités. Bah là c'est pareil, une suite d'éléments aussi bons soit-il, ça sera jamais aussi bon qu'un tout qui se tient bien et qui, si possible, si on peut avoir un tout avec à l'intérieur des super moments, là on a des tueries. Donc déjà, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas trouvé qu'aucun de ces 3 matchs-là était une tuerie. Maintenant, il y a quand même des différences entre les 3 matchs. Alors, juste quand même justifie ce que je dis là, quand je dis qu'on a des moments, Taker Punk, on a quand même des moments où, si vous voulez, Undertaker sell ou no sell en fonction si ça l'arrange ou non par rapport au déroulement qu'il avait prévu. Voilà, on prépare une table, mais on va pas s'en servir tout de suite. C'est un peu bizarre, le mec il enlève les moniteurs, mais il va pas mettre Punk tout de suite, il se dit que ça sera pour plus tard. Je sais pas, Undertaker est KO sur la table 1 minute avant que Punk lui met un elbow drop. Voilà, on se prend pas la tête sur comment on y vient à ce bump du moment qu'il y a le bump, quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est un peu cousu de fil blanc, c'est plus ça finalement qui me gêne que le manque de direction, parce que finalement Y2J contre Fandango, il n'y a pas tellement de direction non plus, mais on voit pas trop les ficelles du truc, c'est un peu mieux foutu, puis bon c'est un match qui est un peu moins ambitieux de toute façon, il est plus court. Triple H Lesnar c'est pareil, quand Lesnar laisse son bras pour la Kimura 3 fois, je veux dire, c'est ultra téléphoné, ça fait très collaboratif, genre vas-y prends-moi le bras, on va refaire le spot une deuxième fois, ça va être sympa.
Voilà, c'est comme on a eu beaucoup de plans sur les grimaces de Brock ou les cris de Brock Lesnar. Bon, c'était sympa si vous voulez, c'est quand même des choses qui font une plus-value dans le match. Il vaut mieux avoir ça que pas l'avoir. Mais disons que ça c'est mieux quand le match est kiffant dans un tout aussi. Et puis Cena Rock, on a été vers les finishers sans vraiment les préparer. Il aurait suffi qu'au début du match on voit Cena ou The Rock tenter de mettre leur finisher et pas y arriver, où on se dit bon bah voilà, il va falloir qu'ils travaillent pour pouvoir mettre leur finisher. Mais finalement là on a un peu une première partie de match où on enchaîne des moves sans vraiment de direction, et puis après bah, on fait le false finisher fest et puis merci, au revoir. C'est un peu si vous m'avez compris je pense le délire. Alors la raison pour ça, c'est qu'en fait, l'idée, ces deux défauts-là, on peut les réunir sous l'idée que on a quand même des combattants qui sont concentrés surtout sur ce qu'ils faisaient à l'instant et pas sur le tout. Et je pense que c'est lié au fait, c'est peut-être moi qui délire là-dessus, hein, c'est une explication possible, mais je pense que c'est lié au fait qu'on a quand même dans ces combats-là Undertaker, Brock Lesnar, Triple H et The Rock qui ne sont pas des lutteurs à temps plein actuellement. Et je pense que quand vous n'êtes pas des lutteurs à temps plein, vous n'avez pas les mêmes sensations dans le ring, vous n'avez pas les mêmes garanties sur votre condition physique et tout ça, et ce qui fait que vous êtes concentré sur votre effort et sur votre exécution de move beaucoup plus qu'un lutteur qui est là à temps plein. Et automatiquement, si vous êtes concentré là-dessus, vous êtes moins concentré sur le fait de, enfin, le côté intelligence du match et le fait de construire un truc qui sur l'ensemble se tiendra bien, etc., etc. C'est un peu l'idée, un peu, si je fais une analogie, un peu comme un joueur de foot qui a une bonne condition physique et qui a une bonne technique, il peut lever la tête et s'occuper de la vision du jeu et de la tactique. Si le mec il est limité sur le plan là, il va regarder ses pieds, il va courir et voilà. Voilà, c'est un peu le même délire, et faut pas croire au Père Noël. Je pense que les mecs qui font qu'un match par an, aussi bons soient-ils dans leur passé, ils peuvent pas être aussi bons qu'un mec qui est là toute l'année automatiquement. À moins que le mec soit cramé en étant là toute l'année, mais voilà. Donc voilà, maintenant je vais parler des matchs un par un. Alors, vous avez compris que j'ai pas surkiffé les matchs, et vous allez vous dire peut-être, alors lui, les matchs de Undertaker, il les aime pas, de toute façon c'est un hater de Undertaker, peut-être que vous vous dites ça, surtout avec la vidéo que j'ai faite juste avant. Donc je vais commencer par un truc en parlant de l'Undertaker CM Punk, c'est de vous dire que j'aime l'Undertaker, mais là vous pouvez très même pas me croire. Alors ma seule preuve que j'ai de ça, c'est que je ne boirai pas dans un mug à l'effigie d'un lutteur que je n'aime pas, et pourtant, regardez, et oui, c'est bien l'Undertaker. Donc j'aime bien l'Undertaker, j'ai pas mieux comme preuve, mais j'ai envie de vous dire, moi depuis qu'il est en pré-retraite, si vous voulez, enfin depuis qu'il fait qu'un match par an, je trouve qu'il rate ses matchs pour les éléments que j'ai cités, mais surtout, encore plus que pour Brock Lesnar, Triple H et The Rock, John Cena, je trouve que au niveau du selling, la psychologie, c'est vraiment, vraiment faible par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé, notamment en 2006 ou en 2007-2008, c'était les 3 meilleures années, je pense, de sa carrière. Donc finalement, par rapport aux deux autres, ce match-là, je pense qu'il est meilleur sur l'ensemble, c'est celui auquel je mettrai la meilleure note, je vous le dis tout de suite. Notamment grâce à un super public. Alors, super public, peut-être pour être plus exact, je dirais un bon public. Il est bon en tant que public, ok, il fait du bruit, tout ça, machin. Mais c'est aussi un bon public dans le sens, quand même, c'est un peu des gros marques qui d'avance étaient vendus à la cause du match. Certainement parce que voilà, c'est deux lutteurs très appréciés de toute façon. Mais c'est vrai que quand on entend le public faire compter 1, 2 et être là, oh, sur un neckbreaker ou un dropkick de CM Punk, je veux dire, voilà, je sais très bien que le public ne pensait pas que le match allait se finir là, c'est de bonne guerre de faire du bruit, mais bon, voilà, c'est vrai qu'ils réagissent pas tellement à ce qui est fait dans le ring, mais d'avance, ils aimaient déjà le match, si vous voulez. Et ça me fait penser que je pense beaucoup de gens dans le public, et donc certainement beaucoup de gens en dehors du public, des gens qui ont regardé ça chez eux, ou en différé comme nous en France par exemple, souvent, je pense qu'ils aimaient déjà le match avant qu'il commence. Donc finalement, moi je pars du principe qu'un match avant de commencer, il est ni bon ni mauvais. Il a besoin de se faire, enfin make it ou voilà, break it, c'est un peu l'expression en anglais, donc il a besoin de se faire ou de se défaire. Si deux mecs avaient fait exactement la même suite de moves et de situations en Indies US, je pense que personne n'aurait été mettre une grosse note. Mais là finalement, on va gonfler parce qu'il y a l'aura WrestleMania, Undertaker, machin, machin. Ça me gêne pas de gonfler un peu la note, mais n'allez pas la sur-gonfler, la partir dans des méga notes de 4 étoiles et demie sur le truc. Bref. Je pense qu'il passe mieux aussi que les deux autres parce qu'il a plus de moments, dont je parlais, les instants un petit peu éparpillés, il y en a plus dans ce match-là, et il est plus varié aussi au niveau des moves et des situations. Donc, bon, même s'il y a des légers botches et qu'on peut pas dire que techniquement ce soit une tuerie, voilà, il est peut-être un peu plus varié sur son ensemble, notamment aussi grâce à l'apport de Paul Heyman qui a été mieux foutu que dans le match Brock Lesnar Triple H, je trouve. Alors je parle des légers botches, il y en a quand même un que je trouve assez intéressant, c'est le botch sur le contre du Triangle Choke, où Punk a voulu refaire le finisher du match entre Kurt Angle et Undertaker de Nowhere 2006, qui est un excellent match,
Ça, c'est un putain de bon match de l'Undertaker, comme quoi, voilà. La tasse, hein. J'aime bien l'Undertaker. Parce que je me dis qu'il y en a qui devaient commencer à penser que je l'aimais pas, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais voilà, il a raté ce contre-là, alors que c'était vraiment un contre qui aurait été cool. Moi, j'aurais bien aimé que Punk joue plus sur les small packages et tout ça, ça aurait été sa force. Un petit peu le mec filou. Shawn Michaels aussi avait joué un peu sur le côté je cours, je l'esquive, j'essaie d'être plus malin que lui. Et c'est pour ça qu'ils avaient eu un très bon match ensemble à WrestleMania 25. J'espérais qu'il retrouve un peu ça, CM Punk, à sa façon à lui, en tant que heel et tout ça, et ça n'a pas trop été le cas, je trouve. Côté point faible, bon, selling à chier, je le dis, hein, Undertaker vend le mec out quand ça l'arrange et vend le no-sell, enfin fait du no-sell quand ça l'arrange. C'est-à-dire que là, à un moment donné, on a Anaconda Vice, il sort de là, bon, pas de problème, en plus on a une situation avec les deux face à face qui est assez marrante et qui est une belle image, moi j'ai bien aimé ce moment-là. Mais derrière, bon, il se dégage, il tente un chokeslam, Punk le contre, il fait GTS, encore no-sell Undertaker, ça commence à faire cher, il met Tombstone, Punk fait kick out, et là Undertaker aussi est out, on sait pas trop pourquoi, il se met à genoux, il y a un échange de fist fight, un peu les deux sont KO. Voilà, c'est un peu, il fait le mec dans les vapes quand ça l'arrange et tout ça, et c'est pas que sur ce moment-là, mais je trouve que c'était le moment le plus flagrant. Il y a le moment aussi où il y a le bump sur la table, il est KO sur un kick, 1 minute. Moi je pensais vraiment qu'il allait se ranger et que Punk allait se ramasser sur la table tout seul, vu le temps que Punk a mis à monter pour juste un kick. Au final non, on se prend pas la tête là-dessus, quoi. C'est ça l'idée du selling un peu à chier. Voilà. C'est pas au point du match de l'année dernière en Hell in a Cell. Et puis il y a le manque que je disais de psychologie de CM Punk qui construit rien de spécial et voilà. Bref. Bon, sur l'ensemble c'est un match que je note à 3 étoiles. Ouais, 3 étoiles. Je pense que c'est sa note. Honnêtement, bon, on a envie de surnoter, je pense, parce que c'est un grand combat de légende avec la foule et machin, la streak. Mais au final, intrinsèquement, je pense pas qu'il mérite beaucoup plus que ça. Bon, je me suis pas non plus ennuyé, mais voilà, il y a des défauts que j'ai du mal à avaler, moi, dans les main events. Je passe à Brock Lesnar Triple H, deux lutteurs que j'aime bien aussi, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas saquer pour saquer. Hein. D'ailleurs, le plus gros défaut du match, c'est Triple H. Enfin, je trouve que Triple H a vraiment fait une mauvaise performance, alors que c'est le meilleur lutteur des deux, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Je pense, il n'a pas réussi, je disais, à retranscrire la haine qu'il pouvait vouer à Brock Lesnar, et il n'a pas réussi, je pense que c'était son rôle à lui, à donner cette direction et ce storytelling-là, notamment lorsqu'il dominait. La domination de Triple H, c'est forcément le moment le plus chiant du match, et c'est le début. Parce qu'elle n'est pas intense, il n'y a pas la violence qu'aurait dû dégager Triple H, et il n'y a pas de direction, il donne des coups, voilà. Quand Brock domine, même chose, sauf que Brock arrive à meubler ça en ayant l'air d'une grosse brute, d'un gros débile, etc. Et du coup, il arrive à se donner un truc. Et d'ailleurs, il a fait embarquer le public grâce à ça, parce que le public est absolument mort au début. Je pense en partie parce qu'ils viennent de voir un truc assez balèze au niveau entertainment juste avant. Et du coup, ils sont un peu grillés. Ça aurait été bien d'avoir un match un peu entracte entre les deux, entracte entre guillemets, mais mettons un match plus léger, style le tag team match Hell No contre Ziggler et Big E. Ça aurait été bien de le mettre entre les deux main events, histoire de remettre la foule sur un truc plus soft et puis revenir sur un gros dossier juste après. Je pense que ça aurait été bien. Bon, les points forts de ce match-là, je pense qu'il est un peu plus imprévisible sur la fin. Ouais, ils ont réussi à bien ficeler leur fin de match avec les 3 Kimura, le contre. Donc finalement c'est un contre d'un contre, c'est quand même bien foutu. Et puis surtout le finish il est bien net, quoi. On comprend que Triple H gagne parce que cette fois-ci il a fait un pedigree sur les escaliers. Tandis que le finish par exemple de The Rock John Cena, c'est sur ce attitude adjustment là, ça aurait pu être un plus tard, un plus tôt. Voilà, c'est celui-là. Bon, pourquoi celui-là plus qu'un autre, on ne sait pas, alors que là c'est celui où il y a le coup sur l'escalier, donc c'est mieux foutu, mais bon. Au niveau point faible, on n'a pas ressenti de la haine et la foule était morte. Mais sinon, c'est quand même plutôt un bon match. Je pense qu'avec une foule équivalente, j'aurais peut-être même mis meilleur que le Punk Undertaker. Mais franchement, c'est vrai que la foule a bien entamé le match et ça se trouve, avec une foule plus forte, ça aurait un peu galvanisé les deux lutteurs qui auraient aussi donné plus fort au niveau intensité. Peut-être. Voilà, bref. Donc je donne 2-3 quarts. Finalement, un peu moins bon que celui de SummerSlam. Enfin, en fait, il est à peu près du même niveau, sauf qu'à SummerSlam, la foule était plus dedans, je pense. De mémoire, mais à voir. Et puis enfin Rock Cena, donc le moins bon des trois, parce que grosse déception qu'on ait eu un match aussi vide. C'est le plus vide des trois en termes de moments. À part les taunts de Cena notamment et les false finish, franchement il n'y a quasiment rien dans ce match. Techniquement il était vraiment faible, notamment je reproche beaucoup à The Rock d'être trop safe dans le ring. Il a réussi à se blesser quand même en plus, c'est un peu la loose, mais il bump trop vite. C'est-à-dire que quand Cena lui fait un shoulder block, là, quand il s'élance dans les cordes, il tombe trop tôt, donc du coup il n'y a pas de contact. Et il n'y a qu'à voir la différence de bump de Cena quand il prend les DDT de The Rock, ça fait mal, quoi. Ça fait un vrai DDT. Je suis sûr que s'il avait fait un DDT, Cena, je crois pas qu'il en ait fait. On aurait vu The Rock mettre ses mains, quoi.
Et du coup, ça enlève un peu d'impact au move, et du coup, ça donne un match un peu faible techniquement. Et puis en plus de ça, le fait que le match soit trop similaire à celui de l'année dernière, c'est vraiment un truc qui m'a blasé, quoi. Autant avant le pay-per-view, je vous aurais dit non, mais c'est bien qu'ils refassent le même match et tout ça, parce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de différent avec la psychologie de Cena. Autant au final, ils l'ont pas fait du tout et c'est pas trop pardonnable. Donc je lui donne que 2 écarts. Ce qui fait quand même très faible pour un main event de WrestleMania. On a vu pire dans l'histoire des main events les plus faibles. Le pire, à mon avis, c'est Sid contre Undertaker à WrestleMania 13, si vous voulez que je vous donne mon avis sur le plus faible. Mais quand même, c'est pas beaucoup mieux que The Miz John Cena par exemple d'il y a 2 ans. Et voilà. Et quand même, petite note sur ce match-là, autant Cena, je pense, souffre de ses premières années en main event où il était vraiment pas terrible, et du coup les haters ne se sont pas trop remis en cause sur la question. Ils refusent de voir la progression qui est à mon avis assez nette de John Cena depuis ces années-là où il est devenu vraiment un bon lutteur depuis, sans être vraiment une grosse tuerie, mais il est solide. Autant The Rock, lui, mériterait une vraie grosse remise en question, parce qu'il n'était pas mauvais dans la fin des années 90, début 2000, autant depuis son retour, je le trouve vraiment mauvais. Il a réussi à se faire porter à peu près par CM Punk, mais là, John Cena n'a pas réussi à le porter. Dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé que Cena réussisse pour pouvoir dire, vous voyez, il est bon, mais en fait, voilà, Cena montre aussi ses limites ici. Alors, du coup, la vidéo est déjà longue, donc je vais passer très vite sur le reste du show quand même, histoire de... The Shield Sheamus, pour moi c'est le match The Shield Sheamus Big Show Orton. J'ai mis juste Sheamus sur mes petites notes, mais oui, il était avec deux coéquipiers quand même. The Shield contre Sheamus, Shaw et Orton. Déjà, je trouvais que c'était une bonne idée de le mettre en opener ce match-là, parce que c'est un combat avec des lutteurs qui sont over, donc la foule va être dedans. En plus, ça a été un combat assez fun à voir, un peu chaotique, donc du coup toujours captivant. Donc en tant qu'opener, on a toujours envie d'un truc motivant qui nous donne envie de voir la suite et tout ça. Donc là-dessus, ça a bien fonctionné. On a repris la recette du match d'Elimination Chamber avec l'idée The Shield en tant que tout fonctionnera forcément mieux qu'une addition d'individualité aussi bonne soit-elle. Ça rejoint ce que je disais avec les défauts des 3 main events d'ailleurs. Et puis ça fonctionne toujours aussi bien. The Shield arrive vraiment bien à donner cette impression d'équipe. Il y a quand même un moment que j'ai adoré moi dans le match, c'est quand Big Show, à lui tout seul, finalement neutralise cette idée d'équipe où The Shield voulait se mettre à 3 pour faire un powerbomb sur, je crois, c'était Sheamus. Et Big Show fait un spear finalement sur les 3 lutteurs d'un coup, ça balaye tout et ça remet tout à plat. La petite différence avec le match d'Elimination Chamber, je pense que le match est beaucoup plus dynamique, donc quelque part meilleur de ce point de vue-là. Mais par contre, finalement, The Shield n'a pas gagné en étant une vraie meilleure équipe que l'autre. C'est plus parce que l'autre équipe n'était pas du tout une équipe et que finalement Big Show a refusé de suivre Orton à la fin. Donc finalement, The Shield n'a pas gagné parce qu'ils étaient meilleurs, mais plutôt parce que les autres étaient moins bons, quoi, si vous voulez, dans l'idée. Voilà, donc un match que je mets à 3,5, 3 quarts éventuellement à revoir. Donc à peu près la même note que la note que j'avais mis à l'Elimination Chamber. Et mine de rien, c'est le match de la soirée pour moi. Et ça fait 3 pay-per-view pour The Shield et 3 fois match de la soirée. Donc j'ai hâte de voir la suite pour eux. Mark Henry, Ryback. Alors la grosse surprise, personnellement, je m'attendais à ce que Ryback batte Mark Henry, ce qui me faisait chier. Donc je suis très content que Mark Henry ait gagné. Mais là, il a gagné en faisant un squash carrément. Donc c'est vraiment le truc inversé. Début de match à la japonaise en plus. Très surprenant. Alors à japonaise, pourquoi? Parce que les deux mecs acceptent de prendre le punch de l'autre pour mettre le leur et voir qui est le plus couillu des deux. C'est un peu les japonais qui font un excès de ça, ils arrêtent pas de le faire, j'en ai ras le cul. La WWE le fait jamais, donc pourquoi pas, ça me gêne pas. Mark Henry prend l'avantage, en plus ça c'est vraiment le genre de combat justement au contraire des main events qui a vraiment un début, un milieu, une fin. Début, 2 gros bourrins l'un face à l'autre, un des deux prend l'avantage, Mark Henry, grâce à son avantage il va travailler les côtes de Ryback, pour éviter de se faire soulever, puisque c'est le seul danger a priori pour Mark Henry. Ryback vend très bien les côtes, mais il arrive quand même, parce que ça reste une espèce de Superman, à soulever Mark Henry, sauf que Mark Henry gêne un peu Ryback en s'accrochant au corps, et Ryback n'a pas la force supplémentaire du fait de ses côtes pour emmener Mark Henry, et du coup il tombe sous le poids et perd le match là-dessus. Donc c'est vraiment, tout est lié, c'est bien foutu. Après c'est tellement sobre et tellement pas, on va dire, ambitieux, que de toute façon il ne pouvait pas avoir une grosse note. En plus il y a un petit manque de folie dans le ring, c'est vrai que c'est assez simple, notamment le retour de Ryback se fait pas sur un truc vraiment net, c'est dommage, mais ça reste un bon match qui n'a pas la volonté de voler le show, donc 3 étoiles à peu près, on va dire tranquillou. Donc la même note que l'Undertaker CM Punk, mais avec pas du tout le même contrat. Donc CM Punk Undertaker est quand même supérieur, mais voilà, disons que celui-ci a parfaitement réussi son contrat, mais un contrat peu élevé. L'autre avait un gros dossier à faire et ils ont moyennement réussi, je dirais. Ensuite, Elno contre Ziggler et Big E. Bon, tag team match classique, fun.
Voilà, ça aurait été un bon opener aussi, ça aurait été un bon entracte. Vraiment le match fun, on a eu un clin d'œil avec le Brian Sheamus au début qui était assez sympa. Le public a d'ailleurs super bien embarqué sur un nearfall qui a lieu au bout de 30 secondes dans le match, c'est dire si déjà Ziggler est over et si ça a fonctionné ce truc là. Bon, il y a un truc que j'ai pas trop aimé dans le match moi personnellement, c'est la mise en avant de Big E qui passe pour la méga brute, limite le meilleur lutteur du roster, alors que bon, ça aurait peut-être été plus intelligent de mettre Ziggler en avant dans ce match-là, sachant qu'il allait devenir World Champion le lendemain. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'était pas prévu qu'il le fasse son cash dans la soirée et puis finalement, par manque de temps, ils ont reporté ça au Raw le lendemain? Je sais pas, c'est une hypothèse. Kane, je l'ai pas trouvé très inspiré dans ce match-là. Il n'a pas botché de move ni rien, mais je l'ai pas trouvé dans le timing. Peut-être que c'est les autres qui avaient, enfin notamment Ziggler et Bryan qui avaient placé la barre un peu haut, mais un peu déçu de la performance de Kane, qui pourtant n'est pas un de mes lutteurs préférés, donc vous voyez un petit peu. Bon, mais sinon voilà, match simple, fun, pas de moment où on s'ennuie, mais pas de gros kiff non plus. Voilà, anecdotique de toute façon, 3 étoiles malgré tout par rapport à ce qu'il avait besoin de faire, mais là encore c'est un 3 étoiles soft quoi, si vous voulez. Et puis ensuite, Y2J Fandango, c'est le dernier match. Ah non, j'ai encore le Del Rio Swagger à parler. Y2J Fandango, bon, toujours intéressant de voir un lutteur faire ses débuts, qui plus est dans un pay-per-view, qui plus est dans un WrestleMania, il y avait quand même un risque qu'il se craque. Ça n'a pas été le cas parce qu'a priori c'est un lutteur qui est déjà mature. Alors j'étais impressionné par cette maturité de sa part, non seulement dans la manière d'interpréter sa gimmick, mais aussi in-ring. Il a vraiment bien bumpé, il a bien suivi Jericho qui a quand même essayé de l'emmener dans un match de bonne qualité, un peu dans ce qu'il a essayé de faire avec Ziggler l'année dernière. On est quand même un petit peu en dessous de ce que fait Jericho avec Ziggler à SummerSlam 2012. Mais voilà, on est dans le même genre de match, c'est-à-dire bien rythmé avec des séquences sympas, des contres, du bump et tout ça. Voilà, une belle perf de Fandango, franchement, qui a bien suivi, qui a fait surtout un superbe move à un moment donné sur le trademark move de Jericho où il s'élance sur la deuxième corde et va à l'extérieur, et lui le compte sur un espèce de coup de pied qui a été porté bien dans le timing, bien dans la tête, bien stiff et tout ça, vraiment bien. Et en plus, comme c'est le move qui lui permet de revenir et que jusque-là il était complètement à la rue, c'est bien ressorti, c'était un des plus beaux moves de la soirée. Il y a eu aussi cette fin que je trouvais bien foutue parce que on a eu, je sais pas si c'était prévu cette fin là exactement de cette façon là, on a eu l'impression qu'il y avait un léger botch de la part de Jericho qui a voulu faire son Lion Salt mais l'autre était beaucoup trop près des cordes. Et finalement il a vendu une espèce de blessure au genou, alors je sais pas s'il l'a fait totalement volontairement ou quoi. Et JBL lui au commentaire a dit ah si c'est blessé au genou, excellent les commentaires de JBL d'ailleurs là-dessus. Et ce qui fait qu'on a transformé ce qui peut être éventuellement un botch, dans le doute je vais dire que non. J'essaie toujours d'accorder le bénéfice du doute dans mes avis comme ça. Mais dans le doute je vais dire que non, mais s'il y avait un léger botch, ils l'ont transformé en point positif, donc ça c'est une bonne chose. En tout cas une très bonne surprise en ce qui me concerne, je ne m'attendais pas à ce que Fandango soit aussi bon en fait. Parce qu'il a vraiment été bon, on peut le dire, et puis en plus le public a embarqué, donc ça c'est cool. Et enfin, donc Del Rio Swagger, ça a été une déception un petit peu. Autant tous les autres matchs de l'undercard ont été réussis, ont bien réussi leur contrat qui n'était pas toujours très ambitieux. Autant Del Rio Swagger, pas trop quoi. Je trouve que moi je m'attendais quand même, un peu comme les autres main events, il a un gros manque de direction ce match-là. Je m'attendais quand même à ce que, comme on a deux lutteurs qui ont des soumissions en tant que finisher, on a une construction un peu sur l'un qui travaille le bras, l'autre qui travaille la jambe, et que bon, ça se base là-dessus et que ça soit intéressant à suivre d'un début à la fin et pas trop. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas eu cette direction-là parce que techniquement on a eu vraiment des belles choses, notamment un contre de Swagger qui était magnifique, qui m'a rappelé des contres de mecs comme Fujinami ou Billy Robinson au Japon il y a longtemps, et voir un mec à la WWE faire ça, c'est quand même pas tous les jours. C'est quand Del Rio avait le armbar de placer, il prend les jambes de Del Rio, il les soulève un peu, il met sa jambe comme ça pour pouvoir le rabattre, et du coup il met Del Rio sur le ventre, et il lui prend et contre en un ankle lock. Ça n'a pas été très mis en avant, le public n'a pas tellement réagi sur ce move-là, un petit peu quand même, et surtout ils l'ont pas mis au ralenti, c'est vraiment dommage parce que c'était un des plus beaux moves de la soirée, un très beau contre. Le gros problème de ce match, c'est qu'il n'a jamais vraiment décollé. Ils n'ont pas réussi à se donner un moment climatique comme ça, et surtout le finish, j'ai envie de te dire, c'est le plus anticlimatique possible. C'est-à-dire que Swagger prend l'avantage grâce à Zeb Colter à l'extérieur, il ramène Del Rio à l'intérieur, bam, armbar, c'est fini. C'est-à-dire qu'au moment où finalement il y a eu un truc un peu saillant dans le match, l'intervention de Zeb Colter, et bien finalement c'est le moment où le match s'arrête. Donc c'est dommage. Il aurait fallu que peut-être Swagger puisse sortir et qu'il y ait une espèce de séquence un peu comme le final de Punk Jericho là, de Punk Jericho de l'année dernière, je veux dire, de WrestleMania de l'année dernière, pour qu'on puisse un peu plus embarquer sur ce finish qui du coup voilà, donne un côté un peu fade à ce match qui aurait à mon avis pu être bon. Je sais pas s'ils ont un rematch maintenant que Ziggler est champion, mais j'aimerais bien voir un rematch entre les deux parce que je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de pas mal. Donc bon, je donne 2-3 quarts, allez, on va être gentil, j'ai hésité avec 2,5. En tout cas j'étais vraiment déçu parce que je pense que ça aurait pu être un des meilleurs matchs de la soirée d'un point de vue
technique. Voilà, donc sur l'ensemble, pay-per-view plutôt moyen. Il se mettra pas dans la légende des meilleurs WrestleMania, mais l'undercard quand même sauve bien le show d'être plutôt un WrestleMania faible. Ça reste un WrestleMania plutôt sympa à regarder, je pense, sur l'ensemble. Une foule inégale en plus d'un match à l'autre, ça a été un problème. Alors, mes petits awards de fin de show, comme d'hab. Match of the Night, l'opener. Bon, Match of the Night, un 3,5 pour un WrestleMania, c'est pas top, mais maintenant il y a pas mal de combats qui se valent à peu près autour de 3, 3 et quart, 3,5, il y a pas mal de matchs à ce niveau-là. Alors, rayon surprise, le LVP de la soirée, donc Less Valuable Player, comme MVP, mais à l'envers si vous voulez. Je vais le donner à Triple H. C'est une énorme surprise en ce qui me concerne, parce que j'aime beaucoup Triple H, et ça ne doit pas arriver souvent qu'il se rate autant, mais j'ai trouvé que, si vous voulez, je lui donne à lui la responsabilité du match qui n'a pas eu de direction, parce que c'est lui le soi-disant super storyteller. Bon, soi-disant, je pense qu'il mérite cette réputation-là. Et c'est lui le lutteur le plus expérimenté, tout ça, c'est lui qui aurait dû dicter, on va dire, le match, plus à Brock Lesnar que l'inverse. Et surtout, c'est lui qui n'a pas réussi à mettre le plus de haine et d'intensité dans ce qu'il a fait. Il n'a pas trop joué avec ses expressions du visage ou son body language pour donner l'impression que, waouh, il a envie de le défoncer, quoi. On n'a pas eu cette impression-là, et c'est dommage, surtout compte tenu de la rivalité. Donc ça, c'était une des plus grosses déceptions de la soirée. Sinon, The Rock est pas mal aussi dans le genre. Il a vraiment pas fait un très bon match, et depuis son retour, de toute façon, je le trouve très limité. Et là, ça s'est vraiment beaucoup vu que l'autre en face n'est pas CM Punk, en gros. MVP, alors là, c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à réfléchir, et je vais le donner avec une énorme surprise à un gars, Fandango. Je lui donne le MVP, parce que finalement, je trouve que lui avait besoin d'en faire plus pour paraître bon quelque part, parce que les autres sont déjà établis, ont déjà le public dans leur poche, plus ou moins, Jericho, Ziggler, etc., qui ont fait des bonnes performances. Lui, il partait de plus bas quelque part, et il a vraiment réussi à faire ses preuves, et regardez comme le public a embarqué, ne serait-ce que le lendemain à Raw. Je pense que ça vient du fait qu'il a fait vraiment une bonne performance, tant dans son personnage que dans son niveau in-ring. Donc je voulais le féliciter. Maintenant, il n'est pas fondamentalement meilleur que d'autres, mais il partait peut-être de plus loin. C'était une surprise, donc je lui donne volontiers. Move de la soirée, alors j'ai hésité, j'en ai 3. Le compte de Swagger dont j'ai parlé, le kick de Fandango dont j'ai parlé aussi, là, pour contrer le trademark move de Jericho. Mais je vais le donner au multi-spear du Big Show dans l'opener, qui sert un peu d'égaliseur avec le The Shield à 3 contre le Big Show. Il neutralise tout, on repart à 0. C'était un beau move, et puis vraiment bordélique, quoi. C'est-à-dire que t'as le mec qui était censé être pris dans le powerbomb qui tombe comme une merde, on a l'impression qu'il tombe moitié sur le Big Show, tout. Enfin, ça fait vraiment un truc sympa. J'ai bien aimé ce move-là, et puis je crois que j'ai pas beaucoup vu de trucs comme ça dans ma vie de fan, et pourtant j'ai vu pas mal de matchs. Et enfin, moment de la soirée, en espérant que ma vidéo sera pas trop longue, là, quand même un petit peu. Moment de la soirée, je vais dire le moment où Punk a le Anaconda Vice, et Undertaker se relève un peu comme il fait d'habitude, mais avec Punk, il entraîne Punk avec lui, il se regarde comme ça, et il y a la foule qui réagit et tout ça, c'est vraiment une image forte. Et un des moments, comme je disais, il y a eu des moments éparpillés dans ces matchs-là, mais il y a eu des très bons moments, notamment celui-là, donc que je loue, et qui a permis à ce match quand même de rester mémorable en ce qui me concerne. Donc voilà, un WrestleMania assez décevant, mais pas forcément mauvais en ce qui me concerne, donc un peu comme l'année dernière en fait. L'année dernière c'était pas de la merde, mais c'était pas non plus de la tuerie. Ça fait plusieurs WrestleMania de suite que c'est comme ça. Je dirais que le dernier vraiment bon WrestleMania en ce qui me concerne, j'arrête pas de dire ça moi, en ce qui me concerne, c'était WrestleMania 26. Donc ça fait 27, 28, 29, 3 WrestleMania de suite qui sont voilà, moyen, bon, sans plus, moyen faible pour le 27 et moyen bon sans plus pour 28 et 29 je dirais. Un poil meilleur peut-être que 28 celui-ci. Voilà, donc j'arrête là. Prochaine vidéo, ça sera sûrement sur du Puro. Je pensais en faire une d'ailleurs avant WrestleMania, puis je me suis dit je vais laisser les gens, puisque vous êtes intéressés par WWE, la plupart je pense, vous n'allez pas avoir envie forcément de vous mettre sur le Puro et puis de revenir à WWE, donc je vais mettre le Puro après WrestleMania, c'est peut-être le meilleur moment. Donc ça sera là-dessus, je ne sais pas exactement lequel, parce que j'ai plusieurs petits projets là-dessus. Aussi, je suis désolé de ne pas avoir fait le top 10 de Folly, mais je suis parti complètement dans une autre direction, je n'étais plus trop intéressé. Donc j'essaierai de le faire prochainement quand même, parce que j'avais dit que je le ferais, mais voilà, je ne sais pas forcément quand. Désolé. Et puis j'écoute vos commentaires maintenant, puisque je sais que je n'ai pas les mêmes opinions que tout le monde sur ce WrestleMania, j'ai déjà vu quelques commentaires. Et j'ai essayé de pas trop troller tout le monde, et de, voilà, je vous dis vraiment ce que j'ai ressenti, hein, j'aurais bien aimé être d'accord avec vous, mais il se trouve que non. Voilà, c'est des trucs que j'ai ressentis, j'essaie de mettre le doigt sur ce qui a fait que j'ai ressenti ça.
parce que je regarde les matchs comme vous et moi, hein, je suis pas en train de faire des grosses analyses quand je regarde les matchs. Mais voilà, je voulais pas me mentir, voilà, je suis pas embarqué spécialement dans les 3 main events, et pourtant j'ai regardé ces main events là pas dans la foulée des autres matchs, donc j'étais pas non plus cramé parce que j'ai vu 4 heures de show ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc voilà, j'écoute vos commentaires et puis à bientôt. Bye.